Bonjour et bienvenue dans Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Chaque semaine, nous allons partir à la découverte d'une personnalité lumineuse et qui porte une voix d'éveil des consciences. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Dans ce podcast, j'explorerai les thèmes qui m'enchantent et me font cheminer depuis plus de 20 ans autour d'une vision holistique, de l'harmonie du cœur, du corps et de l'esprit. En espérant que ces thèmes sauront vous inspirer vous aussi. Le podcast Métamorphose est publié chaque lundi pour bien démarrer votre semaine en conscience. Vous pouvez consulter toutes les informations le concernant sur fémininbio.com/métamorphose. Pour être informé chaque semaine de sa publication, abonnez-vous au podcast en vous rendant sur votre plateforme de podcast préférée. Aujourd'hui dans Métamorphose, je reçois avec délice un invité qui va éveiller nos consciences en nous parlant des bienfaits de la micronutrition sur notre santé. Il a fait sienne la devise d'Hippocrate, père de la médecine 400 ans avant Jésus-Christ, que ton aliment soit ton médicament. Il est nutritionniste, spécialisé en micronutrition et en sport santé. Il est aussi conférencier, enseignant à l'université à l'École polytechnique de Lausanne. Et c'est également un athlète de haut niveau puisqu'il est ancien membre de l'équipe de France junior de triathlon. Et en s'appuyant sur les connaissances scientifiques les plus récentes, il décortique depuis des années les liens entre alimentation moderne, sédentarité, les maladies dites de société, comme les altérations de la qualité de vie, perte de vitalité, fatigue chronique, stress, prise de poids, etc., pathologies auto-immunes. Et il milite pour évoluer progressivement et plus en conscience vers une médecine holistique, intégrative et préventive. Et il va dans cet épisode nous éclairer sur l'impact de la micronutrition sur notre santé. J'ai la joie de recevoir le nutritionniste Anthony Berthoud. Bonjour Anthony. Bonjour, merci pour cette présentation, je suis honoré. Ça te va? Oui, plus que ça. Alors juste à la petite nuance que malheureusement je suis plus un athlète de haut niveau aujourd'hui, donc j'ai beaucoup pratiqué, mais voilà, ça fait partie de mon passé, on va dire, en tant que tel. D'accord. Peut-être un jour tu renoueras avec la compétition, on ne sait jamais. En tout cas avec le sport plaisir, oui. Ouais, c'est et ça. Je crois que la nuance est très importante, c'est-à-dire que la performance c'est un aspect du sport. Maintenant, le fait d'envisager l'activité physique comme un élément de prévention à part entière dans le cadre de la santé est au moins tout aussi, voire beaucoup plus important, surtout avec le temps qui passe. Oui. Alors, une question justement, comment le génome humain a-t-il évolué ces 10 000 dernières années? Alors ça, c'est vraiment une question finalement dont on parle assez peu, mais dont toi, tu parles notamment sur ton site internet, dont je rappelle l'URL santé-nutrition.com. C'est ça. Alors, il y a deux notions autour de ça. Il y a la première qui est effectivement la notion de la génétique en tant que telle. Et si on se place sur cet aspect, notre génome a très peu évolué. On estime moins de 0,01% en 10 000 ans. Donc, pour faire simple, on a le capital génétique de l'homme de Cro-Magnon. Pour autant, l'expression de ces gènes a considérablement été modifiée. Et là, on parle beaucoup plus de ce qu'on appelle l'épigénétique, qui est une science relativement récente. C'est-à-dire qu'on a séquencé le génome, et je dirais depuis le début des années 2000, on commence vraiment à s'intéresser à l'effet de l'environnement au sens large du terme sur l'expression ou la répression finalement des gènes. Et c'est là où effectivement en quelques décennies on a complètement bouleversé notre environnement. Alors là on va parler d'alimentation parce que c'est ce qui nous intéresse le plus, mais bien évidemment dans la gestion des émotions, on parlait de l'activité physique à l'instant, on sait que la sédentarité, la mauvaise alimentation en tant que telle, même si c'est un terme que j'aime pas utiliser en tant que tel, ou le stress chronique sont 3 facteurs épigénétiques principaux qui viennent justement moduler de manière négative l'expression de notre génome. Pour autant, ce génome est resté quasi identique par rapport aux millénaires qui viennent de s'écouler. Alors justement, tiens, je pense à ça, en t'écoutant, Joël de Ronet dit finalement sur l'épigénétique, on peut influer très rapidement. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Alors oui, c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire alors à deux niveaux. Le premier, c'est la vitesse à laquelle justement on peut intervenir, avec laquelle on peut intervenir, et le deuxième, c'est que rien n'est irréversible. À la différence d'une mutation où là, effectivement, on
a un changement structurel de l'information génétique. Ici, on parle vraiment, encore une fois, d'expression ou de répression de l'information. Et c'est ce qui caractérise vraiment la différence entre ces deux notions. Et on le voit aujourd'hui très bien dans des études qui ont été menées autant chez l'animal que l'homme. On peut avoir un effet transgénérationnel, mais qui va pouvoir être réversible au fur et à mesure. Alors, on peut l'avoir à l'échelle de la vie de la personne en tant que telle, ou à l'échelle de plusieurs générations. Mais effectivement, quand on dit qu'on est le premier acteur de notre état de santé, ça n'a jamais été aussi vrai qu'aujourd'hui. D'une part, parce qu'on a les connaissances qui nous permettent justement de mettre en évidence l'effet de notre comportement sur notre expression génétique, et d'autre part, parce qu'on est dans un environnement qui a été, encore une fois, complètement bouleversé, et qui, aujourd'hui, vient favoriser en tout cas tu parlais de maladies de civilisation tout à l'heure. Effectivement, quand on parle de maladies inflammatoires chroniques, de maladies auto-immunes, de cancer, de maladies neurodégénératives, d'obésité, de diabète, toutes ces pathologies ont un point commun, c'est encore une fois un environnement au sens de la sédentarité, de l'alimentation et du stress chronique qui influe de manière négative et donc qui augmente la prévalence de ces pathologies. Oui, qui pour toi est le trépied de la santé, et on y reviendra tout à l'heure. Avant de parler vraiment de définir ce que sont les micronutriments et la micronutrition, j'aimerais bien que tu nous reparles un peu de l'équilibre intestinal. C'est vrai que ces dernières années, avec le succès aussi du charme discret de l'intestin, on a beaucoup parlé de notre intestin et de l'équilibre digestif. Est-ce que tu peux nous redire un peu ce fameux équilibre muqueuse intestinale, système immunitaire et flore, un peu comment ça fonctionne en fait tout ça? Alors effectivement, tu parles de flore, on a un terme aujourd'hui qui a été beaucoup vulgarisé, on parle de microbiote, donc c'est notre flore. Ce microbiote est constitué d'environ 100 000 milliards de bactéries. Alors on débat sur le nombre précis de bactéries, toujours est-il que c'est environ 10 fois plus de bactéries qu'on a de cellules dans l'organisme. Donc on peut considérer qu'on est constitué avant tout de bactéries, plus que de cellules en tant que telles, et ces bactéries sont déterminantes pour notre état de santé. Bien sûr, elles ont besoin de nous pour vivre, mais on a aussi besoin d'elles justement pour optimiser notre état de santé sur le long terme. Donc on parle véritablement de symbiose et aujourd'hui de plus en plus d'organes extra-humains, au sens où je dirais le microbiote est considéré à part entière comme un organe, et il vient s'intégrer dans ce qu'on appelle le trépied de l'écosystème intestinal entre la muqueuse, donc qui va faire plus de 300 mètres carrés de surface. Donc, ça paraît toujours incroyable. Effectivement, donc c'est des microvillosités en fait qui vont s'enrouler sur elles-mêmes, et vous pouvez recouvrir largement plus qu'un terrain de tennis avec cette muqueuse. Et c'est la zone de prédilection justement pour l'assimilation des nutriments et la maturité également du système immunitaire. Donc raison pour laquelle on parle là aussi d'environ 70% de l'immunité qui va subir une phase de maturité au niveau de cette muqueuse ou la sphère intestinale, et qui justement va déterminer en grande partie la capacité de l'immunité à se réguler, autant dans le sens de la défense, c'est-à-dire la lutte contre les infections notamment, ou dans le sens de la tolérance, c'est-à-dire lutter contre des hypersensibilités si on parle justement d'aliments, ou d'intolérance ou d'allergies, voire de pathologies auto-immunes. Donc beaucoup de choses se passent dans l'intestin, en particulier en lien avec le microbiote, mais aussi avec l'interaction de notre immunité. Et ça, c'est un élément qui est vraiment très important. Et c'est là où on parle par exemple de perméabilité intestinale, quand on parle d'immunité aussi. Oui, alors la perméabilité est plus le fait que la muqueuse va laisser passer certains fragments, notamment des fragments peptidiques ou des débris de protéines qui peuvent passer dans le milieu intérieur. Et effectivement, en fonction de notre prédisposition, et notamment de ce qu'on appelle le système HLA, qui est notre cartographie de l'immunité très individuelle, donc de notre génétique, là pour faire assez simple, mais aussi justement de la maturité de ce système immunitaire, on peut déclencher des réponses qui vont être inadaptées du fait de l'association de ces éléments-là. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement le passage, donc la perméabilité de l'intestin, qui va induire une réponse inadaptée, c'est également notre prédisposition et très souvent un microbiote qui est perturbé. Alors quand tu parles de prédisposition, je trouve ça intéressant. Est-ce que tu parles aussi de, quand on dit dans la psychologie tout se joue avant 6 ans, est-ce qu'on pourrait dire la même chose du microbiote, c'est-à-dire, ou même avant 2 ans, ou avant je ne sais pas quel âge, tu vas nous le dire, mais est-ce que dans ces prédispositions, le terreau de l'enfance est important ?
Alors oui, à plusieurs niveaux déjà. Alors je parlais du système HLA. Là, on est vraiment sur une prédisposition, encore une fois, immunitaire, donc qui va être déterminée dès le début de la vie. Pour ce qui concerne effectivement le microbiote, on sait que notamment la phase de l'accouchement va être très important pour l'implantation de ce microbiote. C'est-à-dire que on a aujourd'hui beaucoup de données qui montrent que notamment les accouchements qui sont réalisés par voie naturelle vont favoriser la diversité bactérienne, puisque c'est le moment... Ça va être comme ensemencé, on peut dire? C'est ça. En fait, le bébé va naître et donc avec un côlon stérile et va rentrer en contact avec la flore anale vaginale de la maman et qui va permettre la colonisation dans un état naturel, on va dire, quand l'environnement justement est adapté et donc favoriser et l'implantation et la diversité des bactéries au cours du temps, et notamment de ce qu'on appelle les bifidobactéries. Et on considère que sur les premières semaines, les premiers mois de vie, cette implantation est déterminante pour l'ensemble justement de la vie globalement. Wow. Et effectivement, sur la première année de vie, on sait que c'est un élément qui est essentiel. Là, je parlais de l'accouchement, mais on a de plus en plus de données qui montrent que la vie intra-utérine pourrait également, je dirais, avoir un effet significatif. L'allaitement également. Alors, quand tu dis la vie intra-utérine, tant dans la façon dont se nourrit la mère que même son terrain, je dirais, en tant que tel? Oui, ou que le microbiote de la maman pendant la grossesse en tant que tel. Donc là, encore une fois, ce sont des données qui sont récentes, mais on commence à comprendre qu'on ne sait pas grand-chose pour ne pas dire rien. C'est-à-dire quand je dis ça, j'en plaisante bien entendu, mais on voit que les interactions sont complexes, sont nombreuses, et qu'effectivement, l'implantation du microbiote est déterminée par de nombreux facteurs. Là, on parlait de l'accouchement, de la même façon l'allaitement. On a une étude très intéressante qui montrait que un allaitement pendant plus de 3 mois permettait justement de pallier le fait qu'il y a eu un accouchement par césarienne, et notamment parce que dans le lait, vous avez ce qu'on appelle des GOS, des galacto-oligosaccharides, qui sont des sucres qui vont favoriser justement la bonne implantation du microbiote chez le bébé. Donc en fait, au-delà simplement de l'accouchement, la façon dont il va être nourri pendant les premières semaines et les premiers mois de vie vont être importants. L'environnement direct, là, de la même façon, on a une étude très récente qui montrait que, donc ça a été fait de manière, on va dire, prospective chez peu de nourrissons. Vous aviez 31 nourrissons et chez ces nourrissons, une partie sont nés à l'hôpital, une autre partie est née à domicile. Et on voit qu'on avait une implantation, une diversité bactérienne qui était plus favorable à domicile, parce qu'effectivement, du coup, l'environnement bactérien n'est plus du tout le même. Donc, ce qui soulève beaucoup de questionnements par rapport justement aux conditions de l'accouchement en tant que tel. Donc, voilà, c'est un exemple, tout ça pour répondre à ta question. Effectivement, les premiers mois sont déterminants. De la même façon, si le bébé subit une antibiothérapie dans les premiers mois, on sait que ça va avoir une incidence négative sur la diversité du microbiote en particulier, des bifidobactéries. Alors, ce qui semble fou, c'est que je suis allée voir au cinéma First Man, l'histoire de Neil Armstrong, qui est le premier homme à avoir marché sur la Lune. On envoie des hommes sur la Lune, on fait des choses extraordinaires, et puis finalement, le microbiote, notre système intestinal, on s'aperçoit, et là on le dit avec les études, qu'on n'y connaît encore pas grand-chose et que c'est quand même assez récent. Moi, ça me paraît dingue, ça. Oui, parce qu'on a considéré pendant très longtemps que l'intestin était un vulgaire tuyau dans lequel transitaient les aliments qui étaient nécessaires pour l'assimilation des nutriments, et c'est bien évidemment le cas, mais effectivement, le microbiote joue un rôle déterminant sur notre état de santé, et aujourd'hui, c'est le domaine qui est le plus sujet à l'innovation, aux études en matière de publication. On sait que il se passe pas une journée sans laquelle on va pas avoir justement une publication sur le microbiote, pour autant dans l'aspect préventif que l'aspect curatif, vis-à-vis notamment des pathologies dites de civilisation dont on parlait tout à l'heure. Oui. Alors justement, revenons, alors on est déjà dans notre cœur de sujet, mais plus précisément, est-ce que tu pourrais nous définir qu'est-ce que la micronutrition, on pourrait dire en rapport aussi avec la nutrition tout court, sans parler micronutrition, et donc les fameux micronutriments? Alors, quitte à te surprendre un petit peu, c'est un terme que je n'aime pas, la micronutrition, parce que pour moi la micronutrition n'existe pas, au sens où on a voulu un petit peu spécialiser, alors à juste titre, la connaissance, et on pourrait résumer la micronutrition justement sur la science qui permet justement de déterminer les effets des déficits ou des carences sur notre état de santé. Donc bien évidemment, les micronutriments vont jouer des rôles déterminants sur le maintien de notre état de santé, voire sur les risques de certaines pathologies.
Pour autant, on ne peut pas la dissocier de la nutrition ou de l'alimentation. C'est-à-dire que quand on va manger un aliment, on va pas manger un ensemble de macronutriments d'un côté avec les glucides, les protéines et les lipides, et de l'autre côté des micronutriments avec les vitamines, les minéraux, les antioxydants, les principes actifs végétaux, etc. Donc c'est un domaine qui est passionnant, qu'on a un peu comme le microbiote largement sous-estimé. Oui. Donc aujourd'hui, ça en devient effectivement une vraie spécialité en tant que telle, mais qui pour moi doit véritablement être recentré dans ce que représente l'alimentation par rapport à notre état de santé. Et là, sans développer tout cet aspect, de la même façon, on a tendance à étudier les effets des micronutriments, des vitamines, des minéraux, de manière isolée et non pas dans la matrice alimentaire en tant que telle. Et on sait que la nature de cette matrice alimentaire va jouer des rôles décisifs sur la façon dont on va assimiler ces micronutriments et sur la synergie avec d'autres principes actifs. Et on a de plus en plus d'exemples dans ce sens qui montrent que finalement, on ne peut pas raisonner simplement sur l'étude d'un micronutriment, mais véritablement sur la qualité générale de l'alimentation et en particulier effectivement des micronutriments. Alors si on se place et qu'on revient aussi à ceux qui nous écoutent, à celles et ceux qui nous écoutent, comment je peux savoir, tiens, je suis un adulte, j'ai 35 ans, admettons, je prends un type, comment je peux savoir si je suis carencée, qu'est-ce qui me convient en fait comme alimentation, qu'est-ce qu'il y a de mieux pour moi, en fonction aussi forcément du lieu où je me trouve. J'imagine que c'est pas la même chose si je vis en France ou si je vis dans les îles. Qu'est-ce qu'il convient de faire pour savoir ce qui serait le plus adapté pour mon microbiote finalement ? Alors, pour le microbiote ou de manière générale les deux. Allez, les deux. Alors, partons sur le microbiote, tiens. Alors, pour le microbiote, on sait notamment... L'état de ma flore, voilà. Oui. Alors, déjà, c'est l'expression de certains troubles fonctionnels. Donc, ça, on peut parler du ballonnement, on peut parler des troubles du transit, que ce soit des diarrhées, une constipation, une alternance de diarrhée et de constipation, des gaz qui vont être plus ou moins odorants, voire des inflammations au niveau intestinal, et éventuellement l'expression de pathologies, comme je le disais tout à l'heure, de type inflammatoire chronique, ou alors des pathologies liées à l'immunité, que ce soit des infections à répétition, en particulier au niveau de la sphère ORL ou des muqueuses, quand on parle de sinusite, d'otite, de bronchite par exemple, ou alors de troubles de type allergie ou de pathologie auto-immune. Donc il ne s'agit pas de dire que le microbiote, la perturbation du microbiote est liée à ces pathologies systématiquement, mais dans tous les cas, ça donne quand même un indicateur. Effectivement, et c'est un élément qui doit être à l'esprit justement dans l'anamnèse, c'est-à-dire dans l'enquête qui va être menée auprès du patient pour savoir si justement le microbiote peut influer sur l'état de santé, et surtout sur les signes que manifeste cette personne. Donc par rapport à ce que tu indiquais sur comment savoir, on a aujourd'hui une biologie conventionnelle, c'est-à-dire quand vous faites une prise de sang, vous allez doser par exemple votre taux de fer dans le sang, donc vous avez différents marqueurs. On utilise classiquement la ferritine par exemple. Alors cette ferritine est très intéressante dans le sens où effectivement si elle est basse, elle traduira une anémie, un manque de fer. Pour autant, c'est aussi une protéine de l'inflammation, donc vous pouvez avoir une ferritine qui est élevée qui va masquer quelque part un phénomène inflammatoire. Alors un phénomène inflammatoire, mais surtout le manque de fer. Donc on va considérer que le statut martial, c'est-à-dire le statut en fer, est satisfaisant, alors que non, c'est simplement le marqueur qui va être inadapté. Donc on peut évoluer vers des marqueurs plus précis, qui sortent un petit peu du cadre conventionnel. Alors là, en l'occurrence, quand on parle du fer, on a ce qu'on appelle des récepteurs solubles à la transférine. Alors tout ça, c'est un peu technique, mais toujours le principal à retenir, c'est que effectivement, on peut utiliser certains marqueurs à travers une prise de sang, soit de manière conventionnelle ou en allant vers des outils un peu plus précis, mais c'est surtout finalement analyser l'ensemble des troubles fonctionnels, c'est-à-dire des altérations de la qualité de vie de la personne, qui va nous permettre d'identifier effectivement certains déficits ou en tout cas des perturbations d'une manière générale. On ne peut pas se baser simplement sur des données statistiques théoriques. Alors déjà sur la biologie, certains marqueurs ne sont pas fiables du tout. Dans les données statistiques collectives, on va vous dire, si on parle d'un homme par exemple de 35 ans qui est actif, il va avoir besoin de par exemple 420 mg de magnésium par jour. Donc ça, c'est une donnée qui est théorique, qui va
concerner une bonne partie de la population. Pour autant, on sait que de manière statistique, on va écarter toute une tranche de la population qui aura des besoins inférieurs ou supérieurs, sans même parler de l'environnement et de son mode de vie. Si cette personne est stressée, si elle dort mal, si elle est hyperactive, effectivement, elle pourra induire une modification de ses besoins. Donc le fait de venir analyser justement les altérations de la qualité de vie. Alors on parlait du microbiote, donc de l'état digestif, du sommeil, de la vitalité d'une manière générale, autant intellectuelle que physique, les troubles ostéo-articulaires, l'état cutané, tous ces éléments-là sont très importants parce qu'ils vont traduire des voyants rouges qui commencent à s'allumer, qui ne sont pas forcément visibles à travers la biologie. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a un dysfonctionnement lié justement à un manque de micronutriments. Après, il peut y avoir d'autres facteurs, bien entendu, mais qui ne se traduit pas encore par une pathologie. Donc, tout l'intérêt est vraiment d'être dans une démarche préventive, c'est-à-dire de ne pas attendre... parce que sinon, on attend le signal rouge pour faire quelque chose. Et quand, en général, la biologie est perturbée, c'est déjà la traduction d'une perturbation qui s'est installée au cours du temps. Donc, finalement, des éléments qui peuvent paraître très subjectifs, mais lorsqu'ils sont associés les uns aux autres, donc ces fameux troubles fonctionnels, peuvent nous permettre d'avoir une vision assez précise. Et justement, en matière de micronutrition, un des enjeux principaux de la consultation, c'est de corréler, de pondérer ces données-là pour pouvoir justement les mettre en parallèle avec la qualité de l'alimentation de la personne et derrière de proposer un protocole qui sera le plus personnalisé possible. Oui, donc finalement, si je résume en amont, ce qui serait quand même assez intelligent, c'est qu'avant d'avoir effectivement des symptômes, on puisse quand même monitorer la qualité de notre système immunitaire et de notre flore intestinale pour savoir si effectivement on ne va pas vers quelque chose qui pourrait entraîner une maladie dite de société ou différentes pathologies. Est-ce que ça, c'est pas tellement pratiqué, ça? Alors non, et là, pour le coup, on se ressente vraiment sur le microbiote plus que les micronutriments en tant que tels, mais le nombre de startups et de projets de recherche sur justement la capacité à venir identifier la nature du microbiote d'une personne et de mettre en place un protocole en fonction justement de ce microbiote-là, fait partie des pistes de recherche les plus explorées, et très vraisemblablement dans quelques années, on sera en mesure justement de pouvoir réaliser cette analyse de manière fine. On le fait aujourd'hui, on n'a pas suffisamment de données pour pouvoir l'extrapoler et surtout mettre en place un protocole alimentaire qui sera personnalisé en fonction des résultats. Donc, et préventif. Voilà, et du coup préventif, effectivement, voire curatif, mais en tous les cas au niveau du microbiote, de savoir quelle alimentation adopter en fonction de notre empreinte bactérienne, on va dire, sur ce microbiote. Oui, ça fait partie des pistes qui seront sans doute accessible dans quelques années. Oui. Alors comme tu le vois, je m'intéresse beaucoup à la flore intestinale, au microbiote. Mais revenons aux micronutriments. Quels sont les micronutriments indispensables et dont on ne peut pas, sur lesquels on ne peut pas faire l'impasse, et peut-être dont on est carencé finalement, sur lesquels on est carencé? Alors, de manière générale, tu veux dire, ou parce que on peut lister toutes les vitamines, tous les minéraux, ou tu veux dire quels sont les principaux micronutriments? Oui, les principaux micronutriments et surtout ceux qui nous font défaut peut-être dans notre société occidentale. Alors, on parlait du fer, par exemple, tout à l'heure. Alors, c'est vrai que c'est un minéral... Je connais bien le problème. Oui, on a eu l'occasion d'en parler. Mais, c'est un minéral très particulier, parce qu'en fait, l'excès est tout aussi délétère que le manque. Toujours est-il que, notamment chez les femmes non ménopausées, a fortiori sportives ou les sportifs, on va dire que la population sportive et la population féminine non ménopausée sont les deux populations dites à risque de déficit. Pour autant, je dirais que c'est pas forcément le minéral essentiel à avoir à l'esprit. Là, j'en parle parce qu'on en a touché quelques mots. Oui, et puis que c'est quand même assez connu. C'est ça. Et ce qui est moins connu, c'est l'effet délétère et notamment pro-oxydatif de l'excès de fer. Donc, on a des pathologies, notamment de type génétique. Quand on parle de l'hémochromatose, par exemple, on sait que c'est un mécanisme pro-oxydatif majeur qui va avoir des implications sur l'état de santé de la personne. Mais sans aller dans ces extrêmes, on sait qu'un excès de fer, et notamment sous forme de complémentation, peut être tout aussi négatif qu'un manque de fer en tant que tel. On parlait du magnésium là rapidement tout à l'heure. C'est vrai que le magnésium, aujourd'hui et de manière très générale, on a largement réduit la densité en micronutriments de notre alimentation. Et on estime justement que
le magnésium fait partie des minéraux qui sont les plus touchés dans ce sens-là. On le trouve dans quel type d'aliment, le magnésium, alors, si tu peux nous le... Le fameux chocolat dont on parle beaucoup, alors, hélas, ou pas, Oui. tout dépend du pourcentage de cacao. C'est-à-dire que tu vas effectivement avoir facilement 300-400 mg de magnésium dans un chocolat qui sera très riche en cacao, à 80-90%. Si c'est un chocolat au lait, au chocolat blanc sans citer de marque, là, la teneur en magnésium, elle va surtout donner bonne conscience plus qu'avoir un effet physiologique en tant que tel. Donc le cacao en tant que tel en contient, les oléagineux, donc les amandes, les noix de cajou par exemple, les noix du Brésil en contiennent également, les légumineuses, les lentilles, les fèves, les haricots secs en contiennent également un petit peu, mais de manière très simple, le fait de consommer 2 à 3 carrés de chocolat riche en cacao, encore une fois à 85-90%, de manger 30 à 60 grammes, c'est-à-dire 1 à 2 petites poignées d'oléagineux qu'on a cités, des légumineuses 1 à 2 fois par semaine, déjà permettent d'avoir un apport en magnésium qui est significatif. On estime que les apports en magnésium sont sont rarement supérieurs à 100 mg, 100 à 120 mg pour 1000 calories aujourd'hui. Et quand on prend une femme, par exemple, active, mais je dirais avec une activité professionnelle classique, au sens du bureau, on est rarement au-dessus de 2200-2300 calories par jour, alors que les besoins sont estimés à peu près à 6 mg par kilo de poids corporel par jour. Donc on voit que de manière mathématique, il y a un delta qui s'instaure entre le besoin et la densité micronutritionnelle, en l'occurrence en magnésium, de l'alimentation, parce que finalement les méthodes de culture, les méthodes de transformation, de conservation des aliments... dénaturer exactement. Les aliments. Et ça rejoint un petit peu ce que j'évoquais en introduction, qu'on sous-estime de manière très importante aujourd'hui, c'est l'importance de la matrice alimentaire. Et malheureusement, aujourd'hui, on est en train de reproduire exactement les mêmes travers que dans un certain nombre de sciences concernant la micronutrition, justement. C'est que on regarde les éléments de manière isolée et non pas de manière systémique et a fortiori dans ce qui concerne l'aliment. Et on sait que, encore une fois, un aliment va apporter bien d'autres choses que simplement le micronutriment étudié et que cette synergie va déterminer notamment la biodisponibilité de ces minéraux. Et donc on a finalement une approche, je ne vais pas vous dire allopathique, mais en tout cas symptomatique autour d'un micronutriment, alors qu'on devrait avant tout avoir un regard général sur... Oui, et finalement on revient quand même au bon sens de se dire que la nature est bien faite et qu'on a fait un épisode il n'y a pas longtemps sur l'artémisia, qui est cette plante, et on s'aperçoit que c'est le totum, en fait c'est vraiment le tout qui fait l'effet, et non pas le fait d'isoler une molécule. Et donc je suis ravie de voir que dans d'autres domaines, effectivement, on arrive aussi à ces conclusions. C'est une synergie. C'est ça. Et c'est un très bon exemple avec l'artémisia et l'artémicine, qui a été isolée et considérée. Bon, après, je pense que tu as eu l'occasion de beaucoup le développer par ailleurs, mais pour en rester à l'alimentation, effectivement, on sait que, par exemple, on prend la vitamine C. La vitamine C, sa forme chimique, on appelle l'acide ascorbique, a la même structure moléculaire que la forme naturelle. Pour autant, quand vous consommez, vous allez croquer un fruit ou un légume, vous allez consommer non seulement la vitamine C, mais également des flavonoïdes, un ensemble d'antioxydants qui ont toute leur importance pour l'efficacité de la vitamine C présente. De la même façon, au niveau de l'index glycémique, donc je crois qu'on aura l'occasion d'en parler dans un autre épisode. Dans un autre podcast, pardon. Mais on sait que la présence de ces antioxydants peut venir moduler une réponse glycémique. Et c'est ça qui est passionnant, c'est-à-dire que finalement, on peut pas regarder les éléments uniquement avec un seul versant, mais vraiment, je dirais, de manière très globale. Et encore une fois, c'est un peu la critique que je peux émettre aujourd'hui, c'est que on a trop tendance à se focaliser sur le micronutriment, mais on l'isole de la matrice. Et malheureusement, je dirais qu'aujourd'hui, on est dans une alimentation, une société qui va prôner justement ces produits ultra transformés. Et au-delà du fait qu'on appauvrit la teneur en micronutriments de ces aliments-là, on les déstructure complètement, on les dénature. Et ça a un effet qui va aussi avoir
une signification importante sur l'état de santé sur le long terme. Et ça, on le sous-estime beaucoup aujourd'hui. Ouais. Et du coup, en plus, on a l'impression que les gens se jettent sur les compléments alimentaires pour essayer de pallier finalement à cette mauvaise alimentation. Enfin, on n'aime pas trop l'appeler comme ça, mais quand même. Et du coup, en prenant un petit peu des choses peut-être au hasard, est-ce que finalement c'est bon de faire ça parce que si on ne sait pas quelles sont nos carences. C'est ça. Alors déjà, c'est la capacité à identifier le déficit, voire la carence, et du coup de proposer en conséquence le protocole ou la supplémentation qui sera adaptée. Alors là, déjà, effectivement, c'est un élément qui est important et qui nécessite le regard avisé d'un professionnel qui aura été formé justement à l'analyse des troubles fonctionnels et à la connaissance des nutriments pour pouvoir proposer ce protocole. Mais au-delà de ça, on ne peut pas encore une fois raccourcir l'aliment à sa teneur en micronutriments. Oui. Les oméga 3, par exemple, sont certes très importants, très intéressants, très bénéfiques sur la communication cellulaire, la souplesse des membranes, sur la lutte contre la dégénérescence, notamment au niveau neuronal, sur le contrôle de l'inflammation. Donc, ces oméga 3 sont effectivement très importants, pour autant sous forme de compléments, lorsqu'ils sont produits dans des mauvaises conditions ou conservés dans des mauvaises conditions, peuvent avoir des effets qui peuvent être négatifs. Donc, encore une fois, ça nécessite une certaine prudence dans la qualité des produits. De la même façon, on parlait du fer et de la vitamine C. On sait que ces associations sont souvent proposées sous la forme de compléments alimentaires. Si ce sont des formes chimiques, en l'occurrence l'acide ascorbique et des formes de fer qu'on trouve de synthèse, oui. Voilà, de synthèse classique, oui. On peut avoir un effet pro-oxydatif, alors que finalement, la vitamine C dans l'aliment va avoir tendance à favoriser la biodisponibilité des fers qui sont présents sous forme végétale. Donc, on a dans la nature une synergie qui s'avère positive pour un certain nombre d'aliments. Et là, dans la forme, non pas chimique, mais dans la prise du complément alimentaire, on a une association qui peut au contraire poser davantage de problèmes qu'elle n'apporte de bénéfices. Alors, est-ce que du coup, on aurait un entre-deux qui serait ces fameux super aliments qu'on peut considérer un peu aussi, appelés aussi alicaments, et qui finalement ne sont ni des compléments alimentaires, ni des vrais aliments, même s'ils s'apparentent quand même à des aliments, pour un peu booster et pallier à des carences? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Du bien dans l'absolu, si ce n'est qu'on ne peut pas y trouver non plus la solution miracle. Bien sûr. Et je dirais que ça nécessite d'avoir quand même une prise de recul globale sur la qualité de notre alimentation. C'est-à-dire que le super aliment va être très bien. Alors on parlait du cacao, par exemple, le chocolat, dès lors qu'il est riche en cacao, on pourrait le considérer par sa teneur en polyphénol, en antioxydants. C'est comme un super aliment en tant que tel. De la même façon, les baies de goji, les baies d'açaï, je dirais, sont très connues. C'est l'herbe de blé. Exactement. Sur le principe, nutritionnellement, c'est intéressant. Pour autant, si elles sont cultivées dans des mauvaises conditions, notamment par rapport aux teneurs en pesticides, en intrants ou autres, finalement, on apporte aussi des éléments qui peuvent paraître négatifs pour l'état de santé. Et ça, on le sous-estime aussi beaucoup, c'est-à-dire qu'on part simplement du principe que tel ou tel aliment contient beaucoup de micronutriments, il est bénéfique, mais on ne regarde pas ou très peu la façon dont a été cultivé ou préparé cet aliment. Et ça nécessite, c'est là où je parlais de prise de recul un petit peu, d'avoir un regard global sur l'ensemble de la chaîne de valeur alimentaire. C'est-à-dire que aujourd'hui, on sait que c'est le mode de culture, c'est le mode d'élevage, c'est la façon dont on va transporter, dont on va conserver, dont on va cuisiner, dont on va découper, dont on va cuire, dont on va mastiquer, dont on va digérer. On revient à notre fameuse microbiote, à nos fameux microbiotes. Oui. Voilà, ces aliments-là qui va déterminer justement notre statut nutritionnel. Donc on ne peut absolument pas prédire depuis entre guillemets une donnée théorique quel sera le devenir au niveau cellulaire. Et donc pour ces super aliments, effectivement, ils sont intéressants parce qu'ils ont une densité plus importante. C'est un bon moyen effectivement pour enrichir l'alimentation. Maintenant, si on le prend comme un prétexte pour se soustraire au principe de base d'une alimentation avec des produits bruts non transformés d'origine locale, on aura une solution qui sera là aussi symptomatique, mais qui s'inscrira pas du tout dans une démarche préventive sur le long terme. Donc, c'est vrai que j'ai développé du coup cette question, mais je pense c'est un petit peu l'erreur que je trouve le raccourci qu'on fait actuellement autour de la micronutrition, c'est que
on aime la pilule miracle, on aime la solution miracle, comme partout, hein, par ailleurs. Comme sur tous les sujets, oui. C'est ça. Donc on se dit, la pilule, c'est très bien, je vais prendre le super aliment parce qu'il est naturel et donc ça va me faire du bien. Mais si on n'a pas un regard global sur notre état alimentaire et qui plus est environnemental, puisque les deux sont extrêmement liés, on ne fait qu'une partie du travail, bien entendu. Du chemin, oui. Alors justement, l'alimentation n'est pas pour moi une science exacte. Quand on voit tout ce qui se publie sur l'alimentation, tous les courants de pensée, et un succède à l'autre, etc. Pour le consommateur, je trouve qu'on est quand même, les citoyens que nous sommes, c'est confus, toutes ces allégations, toutes ces recommandations. Quelle serait pour toi finalement une alimentation de bon sens, saine et qui pourrait globalement convenir à tout le monde? Alors quand je dis convenir à tout le monde, je parle peut-être à nous Français aujourd'hui, dans notre pays, avec les moyens à notre disposition. Alors tu as complètement raison sur cette notion de cacophonie nutritionnelle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a une vraie crise de confiance, de connaissances autour de l'alimentation. Alors le principe du bon sens, mais au sens cellulaire du terme, c'est-à-dire de consommer des aliments pour lesquels on est programmé en termes de consommation. Donc ça veut dire des produits locaux. Et cette notion locale, elle a une double signification. Elle a une signification environnementale, puisqu'effectivement ça va nous permettre de limiter l'empreinte environnementale des aliments qu'on va consommer. Mais on sait aussi aujourd'hui de plus en plus que les aliments qui sont dans notre proximité géographique sont aussi ceux qui sont les plus adaptés à notre propre prédisposition. Nous sommes adaptés à notre biotope, en fait. Exactement. Et ce qui nous amène à la notion de microbiote, etc. Après, on pourrait beaucoup en parler, mais c'est complètement ça. Et le fait d'avoir un aliment qui a conservé son intégrité au niveau cellulaire, c'est pour ça que je parlais de la matrice alimentaire, donc d'aller vers des produits qui sont non transformés, bruts, et bien évidemment cultivés ou élevés dans des conditions qui sont adaptées, et notamment en diminuant les teneurs en pesticides. Alors on peut parler de produits bio ou d'agriculture, je dirais, qui sera fait dans des conditions respectueuses de l'environnement, que ce soit en biodynamie ou autre. Oui. Mais effectivement, c'est un conseil qu'on ne peut pas dissocier de la nutrition. Et malheureusement, on a tendance à dire je vais manger bio, donc c'est bon pour ma santé. Vous pouvez transformer votre pizza, alors je vais taire le nom industriel, mais qu'on connaît très bien en pizza bio, vous aurez tout autant d'effets négatifs, si ce n'est moins de pesticides. À l'inverse, vous allez dans un rayon de supermarché, vous allez acheter des biscuits diététiques sous prétexte qu'ils ont l'appellation bio ou simplement diététique. Sans sucre. Voilà, et encore, c'est des questions d'allégation qui sont souvent contournées. Au final, vous avez un produit qui est tout aussi délétère. Donc, manger bio n'est pas forcément synonyme d'une meilleure qualité nutritionnelle, voire peut être pire parfois. Donc, dans tous les cas, le fait d'avoir un produit complet, donc quand je parle des fruits, des légumes, des produits céréaliers, effectivement, là, par contre, ça sera important de veiller à la qualité, à son origine, pour éviter d'avoir davantage de pesticides, notamment. Donc, pour répondre à ta question de manière simple, c'est d'apprendre ou réapprendre à cuisiner. Voilà, des produits locaux, bruts, cultivés ou élevés dans des bonnes conditions. De saison. De saison, bien entendu. Et effectivement, je dirais, se réapproprier les saveurs originelles des aliments, parce qu'on a été totalement conditionné par des saveurs salées, par des saveurs sucrées, par des exhausteurs de goût, par des succédanés de sucre, alors quand on parle des édulcorants, etc. Aujourd'hui, on a toutes les preuves scientifiques qui mettent en évidence que notre corps est parfaitement régulé et que on ne peut pas le leurrer simplement avec cette perception du sucre sans les calories. On développe notamment ce qu'on appelle une insulinorésistance, et tu parlais du microbiote. On sait que ces édulcorants vont avoir un effet très négatif sur la diversité du microbiote et vont au contraire donc augmenter les facteurs de risque d'insulinorésistance, voire de diabète. Oui, on en parlera dans un épisode, c'est passionnant. Et donc tout ça pour dire de revenir à du bon sens, c'est-à-dire le bon sens alimentaire et environnemental, donc proche de chez nous et non transformé. Et ce qui est intéressant, et on pourra conclure là-dessus, Anthony, si tu le veux bien, c'est que finalement, si on regarde des peuples, je dirais plus autochtones, ou les peuples premiers, qui n'ont pas forcément accès à autant de diversité alimentaire, on s'aperçoit qu'ils n'ont pas automatiquement, je sais pas, une grande variété autour d'eux, puisqu'ils mangent local, de saison, et donc ils mangent ce qu'il y a. Et pourtant, on voit chez certains peuples qu'il y a une grande longévité. Alors que nous, on est toujours en train de parler de diversification, de variété, etc. Alors là aussi, comment démêler le vrai du faux, c'est un peu compliqué. Oui, alors
le problème n'est pas tant dans la diversité en tant que telle que dans la nature des aliments qui vont être introduits dans le modèle alimentaire traditionnel. Donc effectivement, quand on parle des modèles de longévité, alors que ce soit Okinawa, les modèles méditerranéens, oui. les modèles locaux, effectivement, pour un certain nombre de populations, effectivement, il y avait peu d'aliments, mais il y avait surtout pas d'aliments transformés. Et aujourd'hui, on le voit très bien, c'est-à-dire que l'intégration et l'incorporation des produits transformés dans l'alimentation traditionnelle va provoquer exactement les mêmes effets que l'alimentation, cette alimentation occidentale par ailleurs. Donc, je dirais que la notion de diversité ne prend véritablement son sens que quand on parle de produits bruts en tant que tels. Et toutes ces populations avaient également un élément, je dirais, en commun, qui est important, c'est la notion aussi de restriction calorique. Donc aujourd'hui, on parle beaucoup du jeûne intermittent sur les modèles 16-8, 5-2. Exactement. C'est-à-dire que on sait aussi qu'en limitant cette variété, en écoutant la sensation de faim, ce qui est un élément déterminant, justement, on va limiter aussi les excès de calories, et notamment sur la sensibilité à l'insuline, sur le contrôle de l'inflammation. On sait que ce sont des éléments qui sont extrêmement positif et bénéfique justement pour le maintien de la santé à long terme. Donc dans ces populations, on retrouve aussi, au-delà de la qualité des aliments, un aspect important qui est la limitation des apports caloriques, que ce soit sous forme de jeûne ou de restriction permanent, mais de manière légère. On sait que c'est quelque chose qui peut tout à fait être intégré aujourd'hui dans nos habitudes. Alors le jeûne intermittent est un exemple. Certains vont diminuer leurs apports caloriques uniquement une journée ou deux par semaine. Pourquoi pas ? C'est effectivement, je dirais, un élément qu'on peut venir utiliser à partir de ce qu'on a identifié dans ces populations. Ouais. Parfait. Écoute, c'était très intéressant. Je te remercie infiniment. Pour avoir plus d'informations, on peut aller sur ton site internet. Je te laisse donner l'adresse. Tiens. Merci. Donc c'est santénutrition.com. Donc tu le disais tout à l'heure. Avec des tirets. Avec des tirets et un .com. D'accord. Merci beaucoup, Anthony. C'est moi. Merci. À bientôt. À bientôt. Merci de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous pour une interview avec une personnalité lumineuse chaque lundi pour bien démarrer la semaine en conscience. Vous pouvez retrouver Métamorphose sur de nombreuses plateformes et bien sûr laisser votre avis et vous abonner sur Apple Podcast pour le recevoir chaque semaine. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le soutenir pour favoriser sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast. Et retrouvez toute l'actualité de Métamorphose sur fémininbio.com. Merci, à lundi.